Vers 2017, j'ai voulu arrêter. J'y croyais plus et puis on ne me regardait plus, on ne m'appelait plus. Je n'intéressais plus. Financièrement, c'était très compliqué. Donc, était arrivé un moment où je me disais, bon, bah, c'est peut-être la fin. Il faut peut-être s'arrêter et aller chercher un boulot. Merci, comment tu vas? Ça va bien. Ouh là là, ça fait une introduction, genre j'arrive, je m'assois et tout. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Merci, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Yes. Comment tu te sens? Ça va, écoute. Ouais. Je me sens bien. C'est super. Je me sens plutôt bien. Cool, relax. Cool, relax. C'est le mot là en ce moment. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de boulot, donc c'est cool. Plus je travaille, mieux je me sens. Plus je travaille, plus je suis fatigué. Mais bon, ça c'est secondaire. Parce que bon, le plaisir reste intact et il se développe en plus. Et ça fait plus de 20 ans. Oh là, ça fait... En vérité, ça fait même 30, 35. 35 ans dans la musique. Ouais, je dirais ça. Et en vérité, je dirais même que ça fait plus de 40 ans dans la musique parce que la musique et moi, c'est... On est très intimes. Ouais. T'as dit que plus tu travaillais, mieux tu te sentais. Comment tu te sens quand tu travailles pas? Comment est-ce que Sly Johnson s'occupe lorsqu'il travaille pas? Quand je travaille pas, alors j'arrive pas à me débrancher. C'est ça le truc. C'est que même si je suis pas devant mon matos pour travailler, le travail se fait à l'intérieur de moi, toujours. Dans le sens où j'écoute toujours de la musique et ça fait partie de mon travail, si c'est un travail. Bon, c'est une passion avant tout, mais écouter de la musique fait partie de mon travail parce que ça m'inspire. Parce que certains artistes peuvent me remettre sérieusement en question. Il y a des artistes aujourd'hui qui ont le pouvoir de repousser les limites de ce qui est possible de faire musicalement, artistiquement. Et je trouve ça toujours intéressant de se pencher sur ces artistes, également sur les nouveaux, qui ont forcément une vision totalement différente de la mienne, du fait de voilà, des années qui nous séparent. Donc c'est tout aussi intéressant. Donc ça fait partie de mon travail aussi, mais s'il y a des moments où je déconnecte en fait. Ouais, le moment où je déconnecte en fait, c'est pour retourner à une de mes passions premières qui est le jeu vidéo. Je suis fan de jeux vidéo depuis très longtemps. Donc voilà, quand je veux vraiment faire un break ou passer dans un autre monde, jeu vidéo, ou le ciné aussi. J'aime beaucoup le ciné. Surtout que petit, j'allais pas au ciné, j'avais pas l'occasion et la possibilité d'y aller. Donc voilà, c'est. Il y a aussi les concerts. J'aime beaucoup aller en concert aussi. Mais bon, ça fait aussi partie du travail et du kiff. Mais voilà, en fait, ce qui me manque, c'est les bouquins. Je lis pas beaucoup. Ouais. Tu voudrais plus lire? Ouais, j'ai toujours dit ça, alors qu'il suffit de pousser la porte d'une librairie, mais c'est un monde tellement vaste qu'en fait, j'ai peut-être l'appréhension de me perdre, alors qu'il y a des gens super et qui sont là pour nous conseiller, mais parce que quand je plonge dans un bouquin, j'y plonge et ensuite, voilà, je peux le lire très rapidement. Eh ben, j'ai un livre pour toi. Ouais. Non, je rigole, ça aurait été stylé. Mais... ça aurait été bien, hein. Ça aurait été parfait. Ça aurait été stylé. Mais un livre que tu pourrais lire, même si c'est encore du travail, je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, c'est l'autobiographie de Maurice White, le fondateur de Earth, Wind & Fire, où il explique tout le processus, comment est-ce qu'il a créé Earth, Wind & Fire, les difficultés. Et c'est vraiment un très bon livre. Mais après, bon, le souci, c'est que ça reste du travail. Et pour rejoindre ce que tu disais sur le fait qu'on déconnecte jamais en tant qu'artiste, c'est qu'on fait de l'écoute active. Dans le sens où tu vas entendre un son passer en concert ou dans un film ou peu importe, tu vas dire « Ah, je l'aurais mixé différemment. Ah, même en regardant un film, je vais dire « Ah, le plan, il est comme ça. » Tu peux jamais déconnecter.
Jamais, en vérité. Non, je pense que quand on fait le choix de s'impliquer artistiquement dans la vie, je pense que c'est on peut pas se cacher de l'art. L'art est partout. Puis qu'on décide d'embrasser l'art sous toutes ses formes, bah forcément on peut pas déconnecter, c'est impossible en fait. Ouais. On peut pas déconnecter. L'inspiration est partout, absolument partout dans tout ce qui nous entoure. Donc en fait, et c'est bien, et c'est très très bien, heureusement. Heureusement parce que on a autour de nous une source inépuisable d'inspiration, d'idées. Et c'est top, en fait. Tout à fait. Ouais. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton parcours et dans tout ce que tu fais, c'est que tu es multi-compétences. Tu fais beaucoup de choses. Parce que on n'a pas annoncé, on n'a pas fait d'introduction, mais c'est vraiment une belle journée pour être en vie, parce que je suis très content de parler avec toi. Merci. Avec Sly Johnson, donc il y a tellement de choses que tu fais. Tu es chanteur, tu es rappeur, tu es beatmaker, tu es producteur, tu es réalisateur artistique, aussi. Tu es ingénieur du son. Maintenant. Tu fais du doublage de voix, aussi. Tu fais beaucoup de choses. Tu diriges un groupe aussi. T'as ton groupe, tu fais beaucoup de choses. T'es le membre légendaire du groupe légendaire Sayan, Supacro. On peut rajouter animateur radio aussi. Animateur radio, tu passes des vinyles de jazz, de tout ça, de soul. De soul, de hip-hop, de house, de funk, tout, de black music, comme on dit, C'est magnifique, mais la particularité que tu as, c'est que c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas toujours en France. Ça commence à se démocratiser de plus en plus. Tu sais, je fais de la musique, je danse, j'ai fait des podcasts, je fais plein de choses, et quelque chose qu'on te dit tout le temps quand tu fais plusieurs choses, c'est mais en fait, qui est Sly Johnson? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment on te met? Est-ce que c'est des choses que tu as eu à traverser? Oh, oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Comment est-ce que tu te définis, toi, quand on te demande de te présenter? Quand on me demande de me présenter, oh là là, c'est vrai que c'est un peu une difficulté, mais je dis simplement que je dirais que je suis un artiste, pour dire les choses très simplement. Je suis un artiste soul funk. C'est dur à dire, c'est une vraie question, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Je dirais que artiste multifacette, artiste soul funk multifacette, mais il y a hip-hop qui est là, il y a très présent et je sais pas comment le dire. On pourrait passer 1 heure, ça risque d'être une interview qui va durer 2 heures. Le temps que je trouve la réponse. Mais c'est pas facile, hein, d'autant plus que du point de vue du marketing, le hip-hop, il y a une époque, c'était pas la musique dominante, et puis ça avait toute cette connotation négative. Maintenant, le hip-hop, c'est la musique qui vend le plus. Et la soul et le R&B en France, c'est plus difficile à marketer, j'ai l'impression. C'est même très très difficile. Alors la soul. Alors que la soul, on l'a partout, on l'entend très souvent à plein d'endroits. Quand on fait nos courses, très souvent, on entend des morceaux de soul dans des documentaires, à la télévision, pour illustrer des images. On entend souvent de la soul. C'est quelque chose qui est très présent, qui a été très présent aussi en France, fut un temps. Mais il est vrai que ça n'a pas de poids commercial aujourd'hui. Ce qui est dommage. Et pour ce qui est du R&B, il est plus ou moins existant. Bon, ils ont trouvé une forme R&B urbain, afro, enfin, pour moi, quand je pense R&B, je me réfère à ce que j'ai écouté dans les années 90. Enfin, pour moi, c'est vrai, c'est des chanteurs issus de la soul ou du funk, et voilà, ce sont les dignes successeurs, par exemple, de Marvin Gaye ou
Isley Brothers, enfin voilà, c'est des gens comme ça quand je pense R&B. Mais c'est vrai que ce sont deux styles pas très très présents dans le paysage musical français. Ce qui est dommage, très dommage d'ailleurs, parce qu'on manque pas de talent, je trouve. Et je suis de ceux qui pensent qu'il y a une place pour tout et tout le monde. Mais c'est magnifique parce que tu tournes encore, tu sors encore des projets. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui circule, il y a toute une industrie. Malgré tout, oui. Malgré tout, il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui croient aux artistes. Il y a des gens qui donnent toute leur énergie pour la création. Il y a encore des gens qui aiment la musique très très profondément, qui aiment ce qui, selon eux, est de la bonne musique. Et puis il y a un public aussi, il faut pas l'oublier. Il y a un public qui est là malgré tout, même si il est difficile de l'atteindre vu le nombre limité de médias qui peuvent faire le lien, en tout cas entre le public et nous. Mais pour toutes ces personnes-là, on peut pas se déconnecter. On peut pas prendre de pause. Il faut continuer à travailler, même si il est vrai que c'est très 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 dur par moment et que la réalité, les réalités économiques, commerciales, ne matchent pas forcément avec ce qui est notre passion, parce que je me lève le matin, c'est pas pour me dire que je vais faire de l'argent avec la musique. Je me lève en me disant que je vais essayer d'être à la hauteur de l'amour que j'ai pour la musique. Je vais être à la hauteur de ce que la musique m'apporte dans ma vie, m'a apporté depuis tout petit. Et c'est vrai que c'est le choc entre deux mondes, quoi. Donc c'est difficile, mais j'y crois. Mais tu es intermittent du spectacle, tu es à ton compte. Oui, je suis encore intermittent. Ouais. Tu es encore intermittent. Et tu as dû travailler dans un autre secteur que de la musique, ou tu as fait de la musique toute ta vie? Non, je crois que j'étais voué à faire de la musique, en fait. C'est magnifique. Ouais. Parce que il y a Cher, que j'ai eu sur le podcast il y a 3 ans, qui disait, bon, moi je suis journaliste musical, mais j'ai un travail à côté, je fais les lits dans tout ce qui est hôtellerie, etc. Parce que je veux pas dépendre de cette industrie et je préfère rester passionné. Je comprends. Toi, tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que moi, c'est des questions, je me suis posé plein de fois, je me suis dit, oh là là, j'en ai marre, je vais aller prendre un taf comme ça, justement, quand j'ai fini le taf, j'ai de l'argent qui rentre et je peux me concentrer à 100% sur la musique. Ça t'est passé par la tête ou jamais? C'est pire que ça. C'est pire que ça, j'ai voulu arrêter. Arrêter, c'était quand ça? C'était... Il y a... Alors, il faut juste que je me remette bien les idées en place. 2015-2016. 2017, je pense. Vers 2017, j'ai voulu arrêter. Pourquoi t'as voulu arrêter? J'y croyais plus. J'avais perdu la foi, en fait. J'avais perdu la foi Je ne croyais plus aux possibilités de pouvoir continuer à garder ma place en tant qu'artiste. Bon, j'étais très affecté parce que à cette période-là, je travaillais avec un tourneur, très très gros tourneur, probablement le plus gros tourneur de la planète, Live Nation, avec qui ça s'est finalement pas bien passé du tout, dans le sens où c'était censé être une relation d'artiste à producteur. Eux s'étaient engagés sur une idée de faire du développement avec moi, qui n'a pas eu lieu. J'ai quasiment eu pas de date, du moins très très peu. J'ai même été empêché
de faire ce que j'aime pour des raisons obscures. Donc, sorti de ça, j'étais très, très, très affecté. En même temps, j'avais un album qui était sorti le jour des attentats à Paris. Le tout ça additionné m'a vraiment, vraiment miné, à tel point que j'y croyais plus et puis on ne me regardait plus, on ne m'appelait plus, je n'intéressais plus. Et financièrement, c'était très, très, très compliqué. Donc, était arrivé un moment où je me disais, bon, bah, c'est peut-être la fin. Il faut peut-être s'arrêter et aller chercher un boulot. Définitivement. Pas pour avoir la liberté de faire de la musique, mais vraiment, non, j'avais envie d'arrêter. Puis finalement, j'ai fait la rencontre avec une personne fantastique, Alexandre Lacombe. Just Looking Production. Exactement. Qui a trouvé les mots et l'énergie. Quand je parle de gens qui ont une énergie intarissable, mise au service des artistes et de la musique, bah, il fait partie de ces gens-là. Et après 6 heures de discussion, il m'a remis les idées en place, il m'a donné l'énergie d'y croire encore, et puis on s'est mis à travailler, et puis on s'est remis au boulot, je me suis remis au boulot, activement. Et puis c'est remonté petit à petit, et ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille ensemble, mais ça ne fait qu'évoluer. Donc tant mieux. Parce que j'avais Alexandre au téléphone, il me disait mais par contre là il a une date demain, après on a toute une tournée, ça. Après il fait la première partie de PJ Morton. Je me suis dit quoi? La première partie de PJ Morton, mais PJ Morton, c'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit des choses très très simples. Il m'a juste dit que quelqu'un comme moi n'avait pas le droit d'arrêter. Et qu'il ne pouvait pas comprendre qu'un artiste tel que moi puisse penser qu'il n'a rien à apporter à la musique. C'est fou. Qu'il n'a rien à apporter à la musique, pardon. Ouais. Pour lui, c'était inconcevable. Pour lui, c'était un gâchis d'avoir un artiste comme moi lui disant que voilà, il voulait arrêter. Pour lui, c'était hors de question. Hors de question. Et puis je pense qu'au-delà de ça, il y a eu quelque chose de voilà, au-delà des mots, d'humain à humain, il s'est passé quelque chose. C'était vraiment au-delà des mots. Et je pense qu'on était fait pour se rencontrer un moment et travailler ensemble. Vous étiez jamais rencontrés avant? Jamais. C'est fou. Jamais. En fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un projet qui devait avoir lieu avec le regretté Didier Lockwood, violoniste jazz. Ça devait être une rencontre sur scène avec beaucoup d'improvisation, mise en scène par Mathilde Amet. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré en connexion avec Alexandre, qui s'occupait de Didier Lockwood à l'époque, pour les concerts. Voilà. Waouh, c'est fou. Et quand tu te remets au travail, comment est-ce que tu gères émotionnellement et financièrement? Parce que entre le temps que ça prenne et le temps où tu dis c'est compliqué, il faut que je reprenne un taf, ou que je prenne un taf plutôt, comment est-ce que tu gères pendant cette période de transition? Il y a une intermittence, est-ce que tu vas voir des labels, tu as une avance, est-ce que tu douilles un peu et comment ça se passe? Alors à l'époque, j'ai plus d'intermittence, vu qu'il n'y a même plus du tout de concert, donc je perds l'intermittence. Ah, t'as perdu ton intermittence? Ouais. Ah ouais, j'étais au point mort. J'étais vraiment... je suis allé très très bas. Très 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 bas. Pas d'intermittence? Pas d'intermittence, plus d'appart. Donc je louais une chambre chez la mère d'un pote. Ça a duré bien 1 an et demi.
C'était une période très très compliquée, mais comment j'ai géré en faisant de la musique et en faisant un projet assez particulier qui existe, hein, qui est sorti, qui s'appelle You Are Surrounded, mais pas sous mon nom. C'est un duo du nom de Taggy et Steven Biedberg. En fait, c'est moi. Et c'était tellement difficile. Cette période était tellement dure. Le passage avec Live Nation était tellement marquant que je voulais sortir de tout ça. Et le seul moyen que j'avais trouvé, c'était de me remettre à la musique, mais en me défaisant totalement du nom Sly Johnson et de l'aventure Sly Johnson et des échecs quelque part, parce que je l'avais vécu comme des échecs à l'époque. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de créer ce duo Taggy et Steven Biedberg et de mettre à créer une série d'EP. Tout d'abord instrumentaux, très hip-hop. Je suis retourné à mon premier amour, le hip-hop. Et suite à ces trois EP, j'ai décidé de faire un album tout seul. Et ça m'a permis de me remettre dedans. Et Alexandre m'a aussi aidé financièrement. Et puis il a commencé à me trouver des petites dates. C'était des dates en solo avec mon looper. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis reconstruit. Ça a duré bien 1 an et demi à faire des concerts en solo. Et puis est arrivé un moment où le festival de jazz à Enghien appelle Alexandre et dit « Ah, on est intéressé par Sly, mais ce serait bien qu'il chante avec un groupe. » Donc Alex, à l'époque, ne savait pas que je pouvais aussi bien me défendre sur scène en groupe. Et là, il me voit du coup avec ses musiciens à Enghien. Et là, il se dit « Oh putain, il y a un truc à faire. Il y a un truc, faut monter un groupe avec des très très bons musiciens. » Et il fait en sorte que voilà, je me mette en relation avec Anthony Jambon, Martin Van-Germé. Moi, je connaissais Laurent Salzar que j'avais rencontré au New Morning lors du concert d'Ed Motta. Et je rencontre aussi Ralph Lavital, du coup. Et Alexandre fait en sorte de monter ce groupe. Et là, on se met à travailler, à répéter, intensivement. Et là, Alexandre décide de faire un coup de poker. Le coup de poker, c'est on va faire une cigale. Non. Ouais. Il dit on va faire la cigale en octobre. Je dis t'es sûr parce que on revient de loin et puis bon, il y a encore du boulot. Il me dit on va faire la cigale, mais on va le faire à notre manière. Et on va le faire bien. Et quand je dis bien, c'est même très très bien, parce qu'il a eu l'idée de faire ce concert la veille du démarrage du festival Mama, de la convention Mama sur Paris. Ah bah c'est la même période, c'est en octobre en général. C'est en octobre, exactement. Et sachant qu'il y a tous les producteurs et tous les promoteurs qui sont là, il a décidé, il a fait faire des vrais billets, des vrais faux billets qu'il a envoyés à tous les promoteurs. Du coup, ça a créé un buzz à tel point que la cigale a été pleine à craquer. Magnifique. C'était ta première cigale? Non, c'était la deuxième, puisque j'avais déjà fait la cigale lors de mon premier album en 2011. Oui. Mais c'était beaucoup plus blindé. Là, c'était incroyable. Et c'était un concert fou. Les gens ont vraiment pris une grosse claque. Et à partir de ce concert, là, ça a lancé quelque chose de nouveau. Et on a continué à travailler et à évoluer.
Et tu n'as plus arrêté depuis? Non, ça fait 5 ans que j'arrête pas. C'est fou parce que je revenais, je sais plus d'où, j'étais à l'aéroport et je marche comme ça, je vois, mais on dirait Sly Johnson. Oui, non, c'est pas Sly Johnson. Si, c'est Sly Johnson parce que en fait, je vois des icônes avec des instruments. Je me dis, bon, c'est lui. Et je viens de voir, et je me dis, ah, mais t'étais où et tout. Tu me dis, bah, je suis parti chanter, je sais plus où, dans le sud. Et je me suis dit, ah, bah, ça fait plaisir. On est en août, il est avec ses icos, et ça tourne, quoi. Donc là, déjà, c'était en 2018, je me rappelle. Probablement, ça avait repris. Ouais, ça avait repris, ouais. Ça avait repris. Mais c'est un message fort, hein, que tu passes aux musiciens, même à toutes les personnes qui ont des projets, c'est juste qu'il faut pas arrêter. C'est dur, hein. Je sais que c'est difficile, ça peut être très difficile et surtout comme tu le disais au début, voilà, j'étais avec le Sayan Super Crew pendant 10 ans. Ouais. On a quand même connu le succès à très haut niveau. Donc c'est monté très haut et c'est descendu très bas. Mais en vérité, si ce qui reste en fait, c'est la musique reste. L'amour pour la musique reste. La passion est toujours là, elle est toujours présente. Et c'est ce qui m'a aidé en fait aussi à remonter. Je pense, ouais. À tel point que c'en est devenu une mission en fait. Maintenant depuis 3 ans à peu près. Pour moi, c'est devenu une mission. Je suis en mission maintenant parce que je serais pas là sans la musique en fait. Franchement, je pense que je me serais fait sauter le caisson ou j'aurais été un psychopathe de renom. Donc je dois tellement à la musique qu'aujourd'hui, même si c'est dur, c'est pas grave en fait. Ça fait partie du process, ça fait partie de cette longue journée. Et il y a plein de choses à vivre fantastiques, j'en vis tous les jours. Je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait de la musique. J'aurais jamais voyagé autant si j'avais pas fait de la musique. Je me serais pas autant développé. Donc pour tout ça, en vérité, je peux pas m'arrêter. Tu veux pas t'arrêter? Non, je peux pas. Et t'as pas de backup, t'as pas fait des études? Est-ce que t'as fait des études? Est-ce que t'as un business à côté? Non, j'ai pas de business à côté. Je me suis arrêté très tôt. Oui. Très tôt. Sans regret? À l'école. J'en ai eu, mais j'en ai pas parce que ça fait partie des étapes de ma vie, donc je l'accepte en vérité. Parce que si j'avais continué les études, si j'avais fait un cursus normal, ben je serais peut-être pas en face de toi aujourd'hui. Et si tu devais me poser la question, si j'avais la possibilité de reprendre mes études à l'époque ou de rester là tel que je suis, je te dirais ben non, là je suis bien. T'es bien. Je suis même très bien. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui alors quand on a un artiste qui tourne, qui a aussi le passé du groupe, mais alors que c'est marrant parce que tout à l'heure je faisais écouter tes sons et on me disait mais ça n'a rien à voir avec le Sayan Super Crew. Alors je suis pas d'accord que ça n'a rien à voir parce qu'il y a l'essence hip-hop et il y a plein de choses, mais c'est ton projet et c'est les gens qui écoutent le Sayan, il faut pas qu'ils s'attendent à entendre exactement la même chose qu'ils vont te voir, c'est de la soul, c'est du funk. Enfin moi je préfère dire de la funk parce que je trouve que ça sonne mieux, mais c'est du funk comme disent les puristes. Et non mais le soul, je dis ça sonne pas bien, mais c'est du rhythm and blues. Il y a plein de choses. Qu'est-ce qui est dur encore aujourd'hui? Est-ce que c'est le rythme des albums? Est-ce que c'est cette génération de streaming et est-ce que c'est les réseaux sociaux peut-être? Est-ce que tu dois faire des TikTok où tu fais des tendances? Qu'est-ce qui est... Non, j'arrive pas à ça. J'ai du mal. J'ai pas encore songé à me mettre sur TikTok. J'essaie d'être un meilleur communicant que je ne l'étais
plus, même je l'étais pas du tout. Ça, c'est pas facile. Hein. Ah, mais tu sais que je suis pas. Moi, je trouve que tu es un excellent communicant. Ah bon? Parce que je me rappelle. Mais c'était il y a longtemps. Il y a quelques années, quand tu travaillais sur ta mixtape Taggy et Steven Bidberg. Ouais. Tu faisais, je crois qu'on était amis sur Facebook, et tu faisais une sorte de teasing où tu marquais, oui, le projet est terminé à 20%, à 30%, à 40%. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y avait une jauge et moi j'étais, oh, ok, c'est bientôt prêt, c'est stylé. Tu vois, il y avait tout un petit visuel et moi je disais, ah, bah, je ferais pareil pour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est de la communication. Eh oui. Pas si mauvais que ça. Hein. Pas si mauvais que ça, le slide. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose de dur? Non, non. Il n'y a rien qui est dur en fait. Si, allez, peut-être la difficulté, c'est peut-être le corps qui n'a plus la même énergie qu'il avait quand j'avais 20 ans. Voilà, ça c'est peut-être le truc qui est un peu dur. Tu le sens? Ouais, je commence à le sentir quand même. Mais je le sens sur scène en fait. Mais bon, parce que, attention, je suis un des rares qui peut faire 3 concerts dans une journée. Véridique. Donc forcément, on est très très fatigué. Puis je suis quelqu'un qui est à 200% sur scène. Donc, et puis je fais des concerts maintenant qui avoisinent les 2 heures. Donc forcément, ouais, j'ai mon corps quand il est fatigué me le fait bien savoir. Mais voilà, c'est peut-être ça qui est un peu difficile. Sinon, il n'y a pas de difficulté. À part ça. Tu fais des choses pour te préparer pour la scène, je sais pas, tu m'as parlé de fasting, est-ce que tu fais du cardio, est-ce que tu prends des cours de chant, est-ce que tu te fais masser? Alors, je prenais des cours de chant, c'était pour fut un temps, et c'était pour mieux connaître le fonctionnement de la voix et du corps, et en même temps, ça me permettait de gagner du spectre au niveau de la voix. Et pour ce faire, j'ai bossé avec un chanteur lyrique. Qui? Eric Tavelli? Non. C'est quelqu'un qui est pas du tout connu ou renommé. C'est quelqu'un d'extrêmement discret. Je n'ai plus son nom et j'ai très très honte. Si vous entend. J'espère vraiment pas. Alain Dubois. Alain. Voilà. Ok. Alain Dubois. Un être extrêmement sensible qui a une compréhension du corps, vraiment du corps assez incroyable et qui m'a permis de gagner en largeur, en profondeur avec une vitesse incroyable. Wow. Vraiment, j'ai fait des progrès je pense en moins d'1 mois. J'étais plus du tout le même chanteur. Est-ce que tu as toujours chanté? Non. Ah, moi je trouve qu'à l'époque du Slam, tu chantais. Je chantais déjà, mais je me suis vraiment mis à chanter en fait en 2006-2007. Réellement, c'est là où j'ai vraiment fait le pas. Je me suis dit bon, allez, on va faire de la soul maintenant. C'est là que je vais être le mieux. Non, c'est relativement tard, selon moi. Et pour répondre à ta question, je m'échauffe avant un concert. Tu t'échauffes vocalement? Vocalement, ouais. Enfin, vocalement, physiquement, je mets mon casque et je danse. Okay. C'est ce que je fais. Je m'échauffe pendant 3/4 d'heure aussi au niveau de la voix. Je fais beaucoup de vélo. Quand il pleut pas. Là, ça va. Je fais beaucoup de vélo, donc ça me permet de rester en forme. Voilà, et d'être bien sur scène. Donc ça, c'est cool. C'est top. Ouais. En vérité, il y a pas de difficulté. Certains pourraient dire, la difficulté, c'est le doute. Mais ce que je dis maintenant, depuis peu, c'est que c'est le travail qui fait effacer le doute. Ça m'a marqué dans certaines de tes interviews quand je faisais des recherches. Il y avait un album qui venait juste de sortir. Je pense que c'était celui qui est sorti en 2015. D'ailleurs, qui est mon préféré. Ce qui est fou, tu dis que c'est de Mike Bouda. Ouais. C'est celui où tu es sur scène. Oui, mais c'est mon préféré. Je suis surpris que c'est celui qui est le moins bien fonctionné.
Commercialement, ils sont fous, les gens. Catastrophe. Ils sont irresponsables. C'est une catastrophe, vraiment. Pourquoi il est ici? Ils vont à combien? Il était en Fnac, il était en streaming. Il était en physique. Il était en physique. Et franchement, je pense que c'est même timidement les 2000 exemplaires. Je pense, hein. Pas plus. C'est irresponsable de la part des gens. Ils sont fous. Pas plus. Ils sont fous. Je crois, hein, vraiment. Ouais, ça pas du tout. Oh là là. Ouais. Mais je pense que en fait, je suis choqué que c'est pas été plus accepté. Mais je lisais une interview de toi à l'époque de cet album et tu disais ouais, cet album, on aurait dû faire ça comme ça, ou on aurait dû mettre un peu plus l'énergie qu'il y avait sur scène dans l'album. Enfin, c'était marrant parce que c'est quelque chose que je vois jamais. Un artiste qui va émettre des critiques sur un album qui vient juste de sortir. Ouais. Il va peut-être sortir un album et dans 5 ans, 10 ans, il va dire 5 ans. Ouais, non, mais tu sais, cet album, j'étais dans une phase. Mais pas toi. Ouais. Moi, je pense que j'étais pas bien à l'époque. Waouh. Tout simplement. Je pense que j'étais pas bien aligné à certains niveaux. Je pense qu'il y avait beaucoup de doutes, justement, aussi. Parce que il y a une part du travail qui est très importante quand on est artiste, que je n'ai pas voulu faire. La communication? L'application, tout simplement. Comment ça? M'appliquer dans... Je travaillais... En fait, cet album-là, je l'ai travaillé avec Dilouya, qui a réalisé l'album. Et on a fait un super boulot. Il a fait un super travail. Mais je me suis pas impliqué plus que ça. Je veux dire par là que je lui ai donné les chansons, puis après, vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est pas possible, en fait. Pas avec... en repensant à ma connexion avec la musique, mon rapport à la musique, je ne peux pas être... Il est impossible encore plus aujourd'hui, de ne pas m'engager à fond et de ne pas être présent à tous les niveaux de la création. Mais je pense qu'à l'époque, j'étais tout simplement pas en mesure de croire en moi suffisamment pour dire là on s'écarte peut-être un peu du sujet ou cette direction est intéressante, mais on pourrait peut-être revenir un peu plus par-ci ou par-là, où on peut aller peut-être un peu plus loin. J'avais pas du tout le niveau de confiance pour me permettre de faire ça avec les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer à l'époque. Sur le premier, sur le deuxième, même sur le troisième album, qui remonte il n'y a pas si loin en fait. Il y a 3 ans. C'était quoi? C'était en 2019? 3-4 ans, 2019, c'est ça, 3 ans. Ouais. Donc c'est un long chemin, c'est un long chemin. Ouais. Et c'est fou, c'est vachement inspirant parce que on peut croire que les artistes, encore plus quand ils sont connus, entre guillemets, ou qu'ils ont été connus, qu'ils ont aucun souci, qu'ils sont bien, qu'il y a de la SACEM qui tombe parce que il y a eu des tubes, et des victoires de la musique et toutes ces choses-là. Mais c'est beaucoup plus compliqué et tous les grands artistes doutent. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé de l'autobiographie d'Earth, Wind & Fire. Même Maurice White, avec tous les Grammy, tout ce que tu veux, le gars doutait. Michael, il doutait. Prince, ils ont tous douté. Même le dernier album de Lenny Kravitz qui est sorti, le gars, il a sorti presque 10 albums, il te dit ouais non mais cet album j'avais une bonne inspiration, je savais plus qui j'étais, et tu te dis que ça fait partie du processus, que c'est un voyage et que si on voulait pas avoir de doute professionnellement, il fallait travailler dans un travail où oui, voilà. Il y a pas de doute. Ah oui, là il y a pas de doute, c'est sûr, alors que il est vrai que quand on décide de faire de la musique ou de prendre une direction artistique, alors là c'est en effet, il y a des hauts, il y a des bas, c'est un saut dans l'inconnu. D'un jour à l'autre, tout peut se construire à une vitesse phénoménale et 2 jours après s'effondrer. À ce point. Non, là je grossis. Ok. C'est une image, hein, mais
Alors surtout qu'aujourd'hui ça va encore plus vite. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a bien vu des artistes qui au bout d'un an ont totalement disparu. Tout va tellement vite aujourd'hui. Mais ouais, financièrement c'est jamais réellement équilibré. On est toujours dans une course au cachet d'intermittent. Enfin c'est vrai que c'est pas une vie facile. C'est pas du tout une vie facile. C'est voilà l'idée que quand on est artiste, c'est cool, on a tout gratuit, on nous ouvre les portes absolument partout. Bah, t'as quand même eu de l'eau gratuite, hein. Et je t'ai bien proposé un café gratuitement, ouais, t'as fait ouais. C'est vrai. Ouais. On a au moins le café et l'eau gratuite. Ouais. Mais non, bien au contraire, c'est compliqué. C'est fou. Ça peut être compliqué et ça peut faire douter. Et comment on combat le doute? En travaillant, en créant, en allant s'inspirer, en allant confronter sa création aux autres créations, en se donnant la possibilité de rencontrer d'autres artistes plus forts. Voilà, un niveau plus fort. C'est un jazzman qui m'avait conseillé de faire ça, du nom d'Eric Truffat, avec qui j'ai eu la chance de faire un album sur le label Blue Note, ce fameux label jazz, qui m'a dit un jour que lui s'entourait que de gens plus forts et que ça le permettait d'aller plus loin, de s'élever plus loin. Ça permettait à sa musique d'atteindre des sommets. Mais ça pique dans l'ego. Ça peut piquer dans l'ego, tu peux te sentir mal à l'aise, mais c'est peut-être là où tu progresses le plus. Alors moi, j'adore ça en fait. C'est vrai? Ouais. Les musiciens qui sont autour de moi sont d'un niveau vraiment... Ce sont des instrumentistes d'un niveau très, très, très supérieur. Et ils m'apportent énormément. Ils sont géniaux au sens propre du terme dans ce qu'ils apportent. Ouais. Et me confronter à un tel niveau d'excellence me force à travailler 10 fois plus pour être plus fort qu'eux et les emmener. Je trouve ça intéressant. C'est top, en plus. Et puis en termes d'ego, ça enrichit l'ego justement. Je trouve que jouer avec des gens plus forts que soi, au contraire, c'est une fierté. Ouais, mais ce sont des musiciens reconnus. On peut parler d'Anthony Jambon, avec l'Anthony Jambon Group. Ouais. Laurent Salzar, chaque fois j'ai du mal à prononcer le nom, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu m'aventurer. Salzar. Ça sonne, c'est des icônes de jazz. Ils sont incroyables. Anthony Jambon est, je pense, l'un des plus grands guitaristes français. Ouais. On n'en a pas encore. Je pense que le public n'en a pas encore pris la mesure. Il est vraiment, vraiment. Il a un niveau que je n'ai jamais entendu. Là, il est en train de travailler d'ailleurs en ce moment sur la réalisation d'un projet complètement fou. J'ai eu la chance d'entendre des choses. Je n'ai jamais entendu ça à la guitare. Je n'ai jamais entendu un guitariste faire ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est vraiment... c'est next level shit, quoi. Tu joues des instruments, toi? Non. Bon, tu dois un peu connaître la théorie musicale puisque tu places des accords. Même pas, je suis complètement autodidacte. J'ai appris à composer en faisant. Je pense que, par contre, depuis tout petit, justement, cette passion pour la musique, je dirais même... je cherche le mot. Cette obsession pour le son, les sons, la musique, a fait en sorte que je pense j'ai une écoute qui est très 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 développée, ce qui me permet d'entendre la musique de manière complètement différente des autres. Je veux dire par là que quand j'entends un son,
dans l'instant, instantanément, j'arrive à discerner toutes les couches de la musique, les arrangements, j'entends tout. C'est comme s'il y avait des trains qui passaient, chacun sur une rame, et voilà. Et je vois tout. Donc quand je compose, j'entends tout à l'avance déjà. Et je pense aussi le fait d'avoir ce looper sur scène et d'improviser. D'improviser, c'est vraiment une de mes particularités. M'a amené du coup à développer des réflexes créatifs et de composition très particuliers en fait, qui m'aident ensuite à la composition. Donc, même si je suis incapable de lire une partition, même si quand je prends ma basse c'est un peu ridicule, mais pour autant je suis complètement capable de composer de la musique, que ce soit hip-hop ou R&B ou soul, ou même que ce soit pour un spectacle de théâtre par exemple. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. C'est magnifique. Mais tiens, une question que je te posais tout à l'heure en venant, pourquoi est-ce que tu as choisi de chanter en anglais? Alors tu chantes en français aussi, mais ouais, je chante en français aussi. La plupart du temps, c'est en anglais. Mais la plupart du temps, c'est en anglais. Et t'as pas d'accent au passage. Hein. On entend, on va pas penser que c'est un gars de Montrouge. Oui, on va pas penser ça. Je viens un gars de Montrouge du 9-2, c'est vrai. Non. Pourquoi l'anglais? Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière comme ça? Je pourrais chanter à New York, je pourrais faire des concerts à Los Angeles. Est-ce que c'est venu comme ça ou... Non, j'avais pas la confiance pour me dire je vais chanter en anglais. Comme ça, je serai à New York. Pas du tout. Moi, je pensais que c'était la stratégie. Moi, je m'étais dit, ok, Sly Johnson, je vais te dire ce que je voyais parce que j'ai appris plein de choses. Déjà, Johnson, c'est ton vrai nom de famille? C'est mon vrai nom de famille. Moi, je pensais que tu voulais faire genre Sly Johnson, Sly Jackson, Sly Brown. Tu vois, que tu veux mettre un nom américain. C'est ton nom de famille? C'est mon nom de famille. Mais ça vient d'où? Ça vient du papa de mon papa, qui était Sierra Leone, donc colonie anglaise. Ok. Le nom Johnson vient de là. Parce que j'avais vu que tu avais des origines congolaises, je me suis dit, il n'y a pas de Johnson au Congo. Alors mon papa était mi-Congo, mi-Sierra Leone. Ok. Et du coup, il a hérité du nom Johnson qu'il m'a transmis. Et mon prénom étant Silver, Sly Johnson. Ok. Donc moi, je m'étais dit, le gars, peut-être qu'il s'appelle Thomas, mais qui s'est dit qu'il allait s'appeler Sly Johnson. Pour la stratégie, je vais chanter aux États-Unis, etc. Et non, même pas. Et non. Non, en fait, même pas. Mais Sly, on m'appelle Sly avant même que je décide de faire de la musique. Ok. Ouais, depuis très très longtemps. On m'appelle Sly. Donc t'avais pas de stratégie, t'avais pas de plan de carrière. Le plan de carrière, c'était de faire de la musique. Pas du tout. Moi, je voulais être danseur au départ. Tu faisais quoi comme danse? Danse hip-hop, mais debout. Moi, je faisais quoi, du lock, du popping? C'était, associé au popping, beaucoup. Ok, ça pop! Ouais. Fais voir? Pop! Ouh là là! Ouais, ça pop vraiment. Ça pop. Non, ok, donc tu voulais être danseur? Ouais, je voulais être danseur, mais en même temps, je faisais du beatbox, beaucoup. Et c'est ce qui m'a amené à rentrer dans un groupe de rap à Montrouge, un premier groupe de rap. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des trucs tout seul. Les premiers balbutiements d'une carrière solo. Et puis en même temps, j'avais appris la technique DJ. Donc je commençais à mixer beaucoup. Et puis je mixais dans des petits endroits. Et puis un jour, j'étais amené à mixer à Bagneux. Et puis quand je mixe à Bagneux, dans cette MJC, je rencontre Leroy Kezia. Et puis quelques mois plus tard, on se revoit au Festival Alliance Urbaine à Bagneux. Et il s'avère que Leroy est avec Specta. Et Leroy me reconnaît, il me dit, viens faire un freestyle avec nous sur scène. Je dis, ok. Donc on fait le freestyle à la fin de leur concert, et là un mec dans le public qui vient nous voir, il s'appelait Kaloun, il dansait, c'était un danseur. Et il nous parle de son frère Sonny qui est en train de monter une compilation dans le 19e à Stalingrad. Et il nous dit, vous êtes chaud, faut que vous soyez sur la compile. Donc on se retrouve à Paris dans le 19e, et puis là on rencontre DJ Fun, qui était
l'ingénieur du son qui enregistrait vraiment plein de rappeurs à l'époque. Et puis c'est là qu'on entend OFX qui est sur cette compile avec un gars qui s'appelle Phoenixy et Kurt, mais qui s'appelait KLR. Paix à son âme. Paix à son âme. Et là on se dit waouh, les gars sont chauds de ouf. Donc on les rencontre après dans ce studio qui était aussi un magasin de disques. Donc à la cool, ça se passe et puis on fait des freestyles et puis un truc super bon enfant et puis ils découvrent aussi ce que je fais en solo du coup et puis mon délire avec les scratchs vocaux et puis le fait que je change de voix toutes les 2 lignes et tout, ils hallucinent. Et puis on se voit de plus en plus régulièrement et puis Phoenixy, Féfé maintenant, nous parle d'un gars qui est dans un groupe qui s'appelle les Complices du Vice. Et il dit, le mec, il est trop fort, il a une voix de ouf, mais il l'utilise pas. Comment ça? Et puis un jour débarque ce mec avec des très grosses lunettes. Il dit, ah, salut. Ouais, salut. Noir à lunettes. Voilà. L'homme noir à lunettes arrive Vislo. Et là, il se met à rapper. Mais il rappe avec sa voix, puisqu'on dit, bah, t'as une voix de ouf. Donc, et là, il rappe vraiment avec sa voix normale, du coup. Donc là, pétage de plomb, je dis, mais c'est un truc de ouf. Donc pareil, on se voit, et puis de plus en plus, on passe du temps, et tous les soirs, on se retrouve là-bas, et on reste avec DJ Fun, et puis il y a l'épicerie en face, où on va s'acheter du cola champagne, et des pralinés, et des grecs. Que vous mangez à 7. Et voilà, exactement, qu'on mange à 7. Je crois que c'était 2 pour 7, hein, tu vois, vraiment, c'était un délire, mais c'était bon, c'était très très bon. Et puis Leroy nous parle d'un mec qui fait du reggae, qui défonce. Et là, il nous ramène sur Samuel. Oh, c'est fou. Et quelques semaines, quelques mois après tous ces freestyles et à être restés ensemble et à faire les cons, on faisait pas vraiment les cons, on faisait que du son en fait. On s'amusait énormément. Et ben là, on s'est dit que il fallait faire quelque chose avec ça. Il fallait créer quelque chose, fallait... Tous ensemble, on avait envie de marquer l'histoire, je pense, du rap français. Et je pense que chacun de nous avions vu en l'autre la possibilité d'aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on a décidé de monter ce collectif, Sayan Supa Crew. Et on s'est dit que le Sayan allait nous porter, autant les groupes que les individualités, parce que le Sayan était plus fort que quiconque, aussi fort soit-il. Et quand KLR est décédé... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un accident de voiture, en fait, en rentrant d'un concert. Vous étiez pas avec lui? Non. Il était seul? En fait, il était avec... ils étaient 3. Il n'était pas au volant. Et le truc con, celui qui était au volant s'est endormi. Et du coup, ils sont rentrés... ils ont percuté un arbre. Et ils sont tous morts? Tous. Vous avez quel âge? Parce que vous étiez tous jeunes à l'époque. Le plus jeune avait 18, c'était Vislo, je crois. 18. Ah oui, ok, non, j'allais dire Vislo était dans la voiture, mais non. Non. J'ai eu un peu. Oui. Mais non, jeune. Vous étiez tous jeunes. Oui, tous jeunes. Ça a dû être traumatisant parce que vous en parlez pas beaucoup, en vérité, mais vous avez commencé votre carrière, vous avez donné le nom du premier album, vous l'avez nommé en hommage à KLR. Exactement. Vous avez commencé une carrière, mais avec un drame directement. Ouais, mais c'était ça ou c'était rien. C'était... On s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Mais très vite, on a dit, non, on continue, on
on va y aller, mais on le fait pour KLR. Et on va tout défoncer. Et en son honneur. Bon, ça fait plus de 20 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'il penserait de tout ça, de toute l'expérience à Nsupa Crew, s'il était encore là aujourd'hui? Je pense qu'il aurait été extrêmement... Alors, il a un frère jumeau. C'est pas vrai? Ouais, il y a un frère jumeau avec lequel je suis en contact et certains sont encore en contact. Donc c'est très particulier. Et jumeaux. Vrai jumeau. Ça va faire quelque chose. Ouais. Et si j'ose parler en son nom, il a de la fierté et en même temps de la tristesse de voir qu'aujourd'hui le Saiyan n'existe plus. Et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est triste qu'on n'ait pas pu aller plus loin. Ouais, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Beaucoup, tellement plus loin. Mais l'histoire en a voulu ainsi. On s'est séparés de manière très brutale. Mais pourquoi vous étiez en clash? On est arrivé au bout de... Humainement, il y a des choses qui n'étaient plus possibles. Voilà. C'est-à-dire Par exemple, j'écoute... Il y a des choses qui ne... Il y avait des connivences entre certains qu'il n'y avait absolument plus. Okay. Partant de ça, c'était très très compliqué de collaborer. On a souffert aussi de 10 années en étant collés quasiment 7 jours sur 7, les uns sur les autres. Vous habitiez ensemble? Sans prendre de recul, non. Mais c'était tout quand on tournait tout le temps. Tout le temps. Puis on tournait partout à l'étranger, donc on était vraiment les uns sur les autres. Tout le temps. On n'a jamais su prendre le recul pour se poser, analyser, se reposer aussi. Jamais. Et puis on a aussi souffert d'une personne qui est venue tout foutre en l'air. Comment ça? Qui est venu tout foutre en l'air? Un manager. Le dernier manager du Saiyan, je ne citerai pas son nom. Il a fait quoi? Il vous a divisé? Il vous a volé? Il voulait un artiste en particulier qu'il a eu. Et je pense qu'il a mis le verre dans la pomme. Mais le groupe a pas tenu 6 mois. En 6-8 mois, ça a éclaté. Et aujourd'hui, vous êtes comment? Malheureusement... Parce qu'il y a Fefe et Leroy qui ont sorti un album en commun en 2019. Ouais, ils se sont retrouvés. Ah, ils s'étaient perdus? Pas perdus de vue, ils ont toujours été connectés. Ok. Ils sont toujours restés en contact. Il y a Fefe et Leroy, il y a Vislo qui sort ses projets, mais c'est plus en solo. Ouais, mais il arrête, je crois que Vislo... Alors maintenant, Vislo aujourd'hui est dans le développement par rapport aux jeunes artistes. Il soutient énormément de jeunes artistes. Me semble-t-il, il est vraiment plus dans le coaching scénique aujourd'hui. Et il me semble... il m'apparaît qu'il est heureux aujourd'hui de pouvoir transmettre toutes ses connaissances de la scène, du rap, de cette musique. Il le transmet aujourd'hui et il est vraiment bien là-dedans, en tout cas. Peut-être mieux qu'étant artiste solo. Et même si j'estime qu'il a sorti en solo des choses fantastiques et que je regrette qu'aujourd'hui, on ne puisse pas jouir d'un projet Vislo. Mais et je sais même pas si ça arrivera un jour, et je ne sais même pas si lui en a l'envie. Je ne sais pas à quel niveau il en est aujourd'hui, mais le voir faire ça, en tout cas, c'est assez fantastique, sachant d'où il vient. Et sachant... Même si je sais peu de choses de lui en vérité,
parce que c'est quelqu'un de très discret, mais il a parcouru des choses très très difficiles et il peut être fier de lui. En tout cas, moi je le suis. Je le suis profondément, et voir ce qu'il fait aujourd'hui, donner toute cette énergie. Je l'avais dit, plus d'1 heure. Voir ce qu'il donne à tous ces jeunes, c'est fantastique. Et c'est hip-hop. C'est comme ça que nous, on a reçu les choses aussi. Ce sont des gens qui nous ont transmis leur passion, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais aujourd'hui, le Saiyan est complètement éclaté. Mais ça, pour moi, c'est un drame. Et je pèse mes mots. Et je trouve que tu l'avais dit dans une interview, et j'étais totalement d'accord avec vous quand tu disais que vous auriez pu être le plus grand groupe de France, même le plus grand groupe du monde. Ça pourrait paraître absolument pas humble, mais je suis profondément d'accord, parce que je lisais des commentaires déjà à l'époque, les gens ils écoutaient au Chili, ils disaient c'est la musique de mon enfance, des gens au Pérou, en Argentine, et je disais mais c'est un délire, le groupe était international. En plus de ça, votre carrière elle a pas duré si longtemps. Non. C'est peut-être 10 ans, mais vous avez fait 3 albums et un EP, donc c'est pas énorme pour moi, littéralement. Non, vous pourriez avoir la même stature aujourd'hui de NTM, de IAM, plus récemment de la section d'assaut, d'être un groupe de légendes encore actuelles, parce que vous êtes des légendes, ça c'est plus à... Mais je pense que, je sais pas, un concert, événement, comme il y a eu l'âge d'or du rap français, ou tournée des années 90, ou je sais pas quoi, mais là, être encore là, avec des exclusivités, une interview fleuve, je sais pas, chez Olivier Cachin, ou Juliette Fivet, ou qui vous voulez, mais un long format, où vous parlez vraiment, vous êtes tous dessus. Les gens seraient heureux, ça va casser Internet. Je pense que les gens seraient heureux, mais malheureusement... Tu penses pas que ça arrivera? Non, ça n'arrivera pas. Ça, c'est certain. Et même si, tu penses pas qu'il y a un producteur qui pourrait dire, bon, les gars, c'est bon? Non. Bon, il y en a qui ont essayé. Pas possible? Non, impossible. Impossible, ça allait trop loin humainement. Quand on était ensemble, ça allait tellement loin. Et à l'inverse, c'est allé trop loin aussi, je pense. On s'est complètement détaché des choses qui nous ont unis au départ. Et tout le monde, peut-être, n'a pas su être suffisamment résilient pour passer outre tout ce qui s'est passé. Certains l'ont été, certains étaient prêts. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'avais tenté une réunion pour les 20 ans. Pour les 20 ans de KLR, ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Donc en 2019? Ouais. J'avais envoyé bon, même si c'était via WhatsApp, mais c'était une lettre. Je considère ça comme une lettre. J'avais créé un groupe WhatsApp dans lequel, puisque j'étais le seul qui était en lien avec tout le monde, quasiment. Ah, c'est à ce point? Ouais. J'étais le seul qui pouvait parler à tout le monde. Donc, j'avais envoyé cette lettre. J'avais créé le groupe et envoyé cette lettre. En gros, où je déclarais ma flamme au Saiyan, où je remerciais le Saiyan pour l'artiste que j'étais, en disant que sans le Saiyan, je serais pas l'artiste que je suis. Sans KLR, je serais pas là, on serait pas là. Et que par conséquent, pour tout ça, je trouvais juste qu'on puisse se retrouver. Pour se parler déjà, pour être ensemble et célébrer ce qu'on a créé. Parce qu'on a créé quelque chose qui va rester maintenant dans l'histoire de la musique. Voilà, c'est... je ne pense pas manquer d'humilité en disant ça, c'est juste des faits. On a créé quelque chose qui va rester ad vitam aeternam dans la musique. Et c'est beau.
Et ça se respecte. Et à tel point que moi, je me disais, bah voilà, il faut qu'on arrive à se retrouver, même si on ne fait pas de musique après, même si ça déclenche pas quelque chose, mais célébrons au moins ce truc qu'on a pu créer tous ensemble. Donc, malheureusement, bien malheureusement, deux n'ont pas répondu. Féfé et Leroy sont partis du groupe. Vislo était chaud, Sœur Samuel était chaud, Specta a fait preuve d'une grande résilience et il était prêt à passer outre les problèmes qu'il a pu avoir. Mais quand on a tous constaté le départ de Leroy et Féfé au bout de 20 secondes. Ils sont partis du groupe. Ça a marqué, Leroy a quitté le groupe. Voilà. Ah, c'est trop. Leroy a quitté le groupe, Féfé a quitté le groupe. Ben voilà, c'était fini. Bon. C'était mort. C'était mort. Voilà. C'était. Même petite réédition ou. Bah, ça implique moins de. Une petite réédition, 2-3 exclus. Bah ça dépend pas de nous puisque les masters appartiennent à Warner aujourd'hui, donc ils font ce qu'ils veulent avec notre musique. Vous voulez pas racheter les masters, non? Non, ça coûterait trop. On n'a pas les moyens, je pense. Parce qu'il y a quand même quelque chose dont je voudrais parler. Attic. Oui. Attic a plus que samplé Angela. Alors, il n'a pas samplé, il a utilisé la mélodie existante. Donc, c'est pas du samplage, c'est presque une reprise, d'une certaine manière. C'est, on pourrait, c'est pas non plus vraiment une reprise. Enfin, oui, il reprend la mélodie, en tout cas, d'Angela, à moitié. La moitié, le début de la mélodie. Donc, il y a quand même l'héritage du Sayan qui est dans la musique aujourd'hui. Bah oui. Mais vous, parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est plutôt, c'est top, c'est comme, je sais pas, des Larry Graham ou des Bootsy Collins qui étaient contents que leur musique était samplée dans les années 90 par les rappeurs parce que ça leur donne un nouveau souffle de vie. Ouais. Donc est-ce que c'était plus cette mentalité-là ou c'était plus en mode, je sais pas, on n'a pas donné notre mot, parce que si vous n'avez pas les masters, techniquement, c'est la maison de disque, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Comment est-ce que toi, t'as pris ça, par exemple? Alors, d'un point de vue purement artistique, quand j'ai entendu la reprise, ça ne m'a pas parlé plus que ça. Vraiment d'un point de vue musical, hein, je parle. Après, qu'ils reprennent Angela, c'est pas du tout un souci pour moi. Il n'a pas été le seul. Angela a été samplée aussi par J Balvin, très très grand artiste sud-américain. Et c'est tant mieux, ça prouve bien qu'on a fait quelque chose de beau. Ouais, c'est indéniable. Et tant mieux en vérité. C'est cool. J'aime bien dire que la musique n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde et en même temps à personne. À partir du moment où on l'a fait, où on la délivre ensuite, ça nous appartient plus. Mais Angela et du coup le spectre derrière du Sayan Super Crew continue de vivre au travers de ses reprises, donc c'est une belle histoire quand même. C'est une belle histoire. Oui. C'est indéniable. C'est une belle histoire, je trouve. Mais écoute cela pour terminer sur le podcast, j'ai appris que tu l'écoutais. On peut faire une deuxième partie. Faudra qu'on fasse je l'annonce, faut qu'on fasse une deuxième partie. Je te le demande très sincèrement, très honnêtement. Je suis chaud pour faire la suite parce qu'on ne s'est pas tout dit. Ouais, on s'est pas tout dit. Il y a la deuxième partie. On va faire une partie 2. Non, mais les gens, j'ai été surpris. Cela, il me dit, ouais, non, mais moi, j'ai écouté tel podcast, j'ai écouté l'épisode avec le patron de Forbes, j'ai écouté ci, j'ai fait, oh, ok, stylé. Donc, tu sais la question, peut-être que je pose à la fin, qui est... Ah oui, oulala, ça me fait peur. Voilà. Le podcast s'appelle La Percée. La Percée.
quelle est ta définition de percer? Toi qui as connu plein de choses et qui est encore dedans. La définition de percer. Je dirais plus. Je vais dire ça. Je vais dire ceci. Je vais dire ceci. Pour avancer sereinement, quel que soit le désir qui nous anime, il faut percer vers soi, à l'intérieur de soi. C'est ce que j'ai appris avec les années. Il faut prendre ce qu'il y a de plus sharp, de plus pointu, et aller percer dans sa propre histoire. Il faut faire ce mouvement vers soi pour avoir une meilleure compréhension de son existence. Et parce que je pense que quand on a la compréhension maximum possible de son histoire, de ce qu'on est, d'où l'on vient, ça va même jusqu'à, pour ma part, mes parents, mon père particulièrement, même ma mère en fait, les deux. On est plus enclin à pouvoir avancer sereinement, sainement par rapport à soi. On est du coup plus apte à rencontrer le monde sans avoir peur. Sans avoir peur de décevoir ou sans avoir peur d'être quitté ou abandonné. Soudainement, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est assez fantastique. Vraiment, du jour au lendemain, c'est assez incroyable. Donc je dirais, j'ai pas de définition de la percée, mais utiliser, percer vers soi, en fait, je dirais plus ça. Ouais, c'est ce que j'ai appris. Mais pour comprendre pourquoi je dis ça, je vous donne rendez-vous à la suite. Voilà, à la prochaine partie de cette interview, parce que c'est pas fini, donc on va se revoir, on va prendre rendez-vous. On va se revoir, je vais prendre votre agenda. On va prendre notre agenda, on va fixer un jour et on va faire une deuxième partie. Magnifique. Parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire et si ça peut aider en plus, ne serait-ce qu'une personne, c'est fantastique. Donc, et puis j'ai plein de choses à raconter encore. Je vais te dire quelque chose concernant le fait d'aider une personne. Ce serait aussi la raison pour lesquelles je voudrais te féliciter, c'est parce que tu te rends pas compte, mais à quel point tu m'as inspiré. La première fois que je t'ai vu en concert, c'était au Zénith de Lauryn Hill en 2014. Oui. Et j'avais une amie de Bagneux en plus, donc qui a connu toute la team puisque Bagneux, je sais pas ce qui se passe dans cette ville, mais les talents qui sortent de cette ville, c'est beaucoup. Voilà. Elle m'a dit, écoute bien ce qu'on va faire Sly, parce que c'est ça, je te vois bien comme ça plus tard. Elle m'avait dit ça, mais c'était il y a presque 10 ans. Elle m'avait dit, musicalement, dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'énergie, regarde bien, écoute bien, puisqu'elle t'avait déjà vu. D'accord. Donc moi j'étais ok, je te vois arriver avec Talib Station, il me semble, et puis j'ai quasiment tout suivi depuis, parce que j'avais été marqué par la soul, par le fait que tu chantes en anglais, que tu sois seul sur une scène aussi grande. Et alors, en plus il y avait un concert avec un groupe juste après, donc c'était vraiment le contraste que tu viennes seul, et aussi pour tout ce que tu faisais, parce que moi je me posais des questions, je me disais oui, mais est-ce que je devrais pas que faire un seul style de musique, est-ce que je devrais pas que chanter dans une seule langue, est-ce que je voulais faire plein de choses, tu sais, je fais des instruments, je joue, je chante, je rappe, je produis, et à chaque fois je me disais est-ce que je ferais pas mieux de tout arrêter et de faire qu'une seule chose. Et là je vois ton parcours, j'écoute à l'époque 74.
j'entends le son, je crois que c'était dans Nasty Girl qu'il y avait dans 64, c'était dans 64. C'est le deuxième album, celui-là, ouais, c'est le deuxième, okay. Ouais. Bah, c'est le deuxième qui m'avait vraiment encore plus marqué. J'écoute le deuxième aussi. Why? Oui. Nasty Girl. Good Morning. Oui. Non, c'est, au passage, encore une fois, c'est irresponsable que cet album n'ait pas, c'est vraiment, ouais. Et, ça m'a juste inspiré parce que t'étais la personne qui était toujours multifacette et dont j'arrive un peu à me dire, il y a quelqu'un d'autre qui le fait et il est sur la scène des Zéniths et il tourne. Donc ça, c'est une des premières choses pour lesquelles je voudrais te dire que bah, ça a aidé, que ça a inspiré le fait que tu partages ton parcours, que bah, ça m'a inspiré moi. Donc déjà, tu as une personne sûre qui te dit en face. Et aussi, bah, la deuxième chose pour laquelle je voudrais te féliciter, c'est pour ta résilience. Parce que ce que tu as fait, moi je vais te dire les choses clairement, tant pis, hein, mais j'ai pas le courage de le faire. Dans le sens où tu as fait que de la musique et tu t'es pas vraiment laissé les choix d'y arriver. Moi, il y a eu des moments où je devais faire des choix, puis je me suis dit, bon, je vais faire des études de droit, parce que c'est plus sûr. Donc j'ai excellé dans ça, mais j'étais pas heureux. Après, je me suis dit, je vais faire de l'entrepreneuriat, j'ai monté des business dans le digital. En fait, j'ai tout fait, t'imagines même pas. J'ai tout fait à un moment, sauf de la musique, alors que c'est ce qu'il y a. Parce que je me disais, c'est plus sûr, comme ça, il y aura de l'argent. Oui. Et toi, bah, tu l'as fait, et avec ce que ça implique de bien et de moins bien. Oui. Et c'est inspirant, et ça mérite le respect. Et aussi d'en parler, parce qu'on pourrait croire, vas-y, ça fait 25 ans que je suis là, 30 ans, les gars, il n'y a rien à prouver, mais de dire les choses avec une humilité, ça inspire beaucoup. Et pour moi, c'est aussi ça, la percée, c'est juste ta percée, de pas arrêter, de continuer. T'as 48 ans, on dirait que t'en as 20. Ouais, et là, tu vois, ouais, donc c'est magnifique. Et ouais, je voudrais te féliciter pour ça, et je suis très content d'avoir fait cet épisode avec toi, mec. Pareillement, je suis très content, très 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 fier à mon tour de te remercier, parce qu'avoir le temps de pouvoir parler, c'est rare aujourd'hui. Tout va très très vite. Et alors que le temps est important, le temps file, mais le temps est important, et il est important aussi de pouvoir se poser pour parler, développer. Voilà, c'est d'échanger. Je suis pas forcément la personne la plus loquace, on va dire. Généralement, je suis un peu réputé pour ça. Et ben, écoute, je n'ai fait que parler, tant mieux. Magnifique. Et vraiment, il faut qu'on fasse cette deuxième partie, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Et puis, je pense qu'aussi, j'ai peut-être des choses dont j'aimerais parler par rapport à ma petite enfance. Et enfin voilà, il y a vraiment plein d'éléments qui sont hyper importants pour qu'on puisse comprendre après pourquoi je fais de la musique de cette manière-là. C'est la question que je voulais te poser, mais on la gardera pour le prochain épisode. Comme ça, on fait une fin à manière série. Tu parles souvent de ton enfance, on a quelques informations sur ton père. On sait que tu as eu une enfance douloureuse, des choses avec ta maman, mais je ne sais absolument pas du tout. J'ai aucune idée, je sais même pas si tu en as déjà parlé. Donc non, qu'au très proche. Les très proches, voilà, savent vraiment dans le détail, voilà ce que j'ai pu vivre, mais pour faire court, j'ai vécu dans le silence pendant, allez, on va dire presque 16 ans. Un silence forcé. Donc un silence forcé. Un silence forcé. Rendez-vous à la deuxième partie. Ouais. Si Netflix ne veulent pas produire le podcast, je ne comprends pas. Parce que là, on part sur Non, c'est magnifique. Bon, en tout cas, très cher auditeur, très chère auditrice, merci pour ton écoute. Comme d'habitude, fais une capture d'écran. Si tu as écouté le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, parce que n'oubliez pas que le podcast est disponible en audio et pas que sur YouTube. Comme ça, vous êtes bien concentré, vous n'êtes pas distrait par des vidéos de chats à droite dans la barre de suggestions. Donc faites une capture d'écran, mentionne Sly Johnson, mentionne moi, Ntoyi, Ntoyi, comme ça on pourra voir qui a écouté le podcast, qui est allé jusqu'au bout. Écris en commentaire fini si tu écoutes le podcast sur YouTube, et aussi s'il te plaît, sois pas irresponsable.
va streamer les albums de Styles P. Johnson. Encore mieux si tu peux, achète-les en vinyle, en 33 tours, en 45 tours, tout ce que tu veux, mais écoute-les. Et écoute-les comme on écoute de la musique, c'est-à-dire pas en mode consommation et on passe tout de suite à quelque chose. C'est des albums qu'il faut réécouter. Ce sont des albums qu'on écoute littéralement toute une vie, à l'instar des classiques de soul, de jazz et de funk, parce que ça c'est, on pourra en parler, mais tous ces trucs de playlist et de Spotify, j'adore, hein, c'est magnifique, mais tu écoutes un album et tu passes à un autre après, tu l'écoutes plus jamais, c'est trop triste, vu le temps que ça prend et l'argent que ça prend aussi. Et aussi, tout simplement, merci encore d'être là depuis aussi longtemps. Je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Merci. Je veux que tu vas nous serrer la main. Je t'assure que tu vaux mieux que ça. Ça va, on est bon? Ouais.